porter la veste. La question pour que chacun, en fait, la question clé pour aujourd'hui, c'est comment la lettre du Congrès américain à l'ONU est le chemin pour ouvrir le dossier du NOSO à la CPI. Comment c'est le chemin? Je vais y aller pas à pas. Je vais y aller pas à pas. Ce dont je vais parler, j'ai fait pour la première fois un plan. J'ai fait un plan, donc je ne vais pas improviser. Souvent, j'improvise. Cette fois, j'ai fait un plan qui a 4 parties. La première partie, c'est la France. La deuxième partie, c'est les États-Unis. La troisième partie, c'est l'ONU. Et la quatrième partie, c'est le Cameroun. Commençons par la France. Vous savez, je suis entré dans cette bataille-ci, en fait, je m'en suis rendu compte en 2000, systématiquement, vraiment en 2012. En ayant devant moi 2 cas bien précis, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Le Mali spécifiquement, ce qu'on appelle le Sahel. Le Mali a sombré parce qu'il y a des groupes qui demandaient l'indépendance au nord du Mali. Et donc, je suis allé au Mali, j'ai fait le tour et j'ai causé avec les Maliens partout, plusieurs centaines de Maliens. Ce que j'en ai tiré a fabriqué plus ou moins ma conscience de ce qui se passe là. Mais aussi ce que j'ai compris, c'est la position de la France en termes de ses forces et en termes de ses faiblesses. La première des choses à mentionner, c'est que la France, institutionnellement, pour ce qui concerne les affaires étrangères, c'est la présidence de la République qui décide. Là, c'est 1. 2, pour ce qui concerne les lois, là, c'est le gouvernement français qui a l'initiative d'introduire des lois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le reste là, non que la possibilité soit de soutenir la position gouvernementale, c'est-à-dire celle qui est celle de la France, du président, de la présidence, ou bien de poser des questions gouvernementales, des questions parlementaires. C'est 2 choses qui sont vraiment limitées, Le président français et donc le gouvernement français, par rapport à nos pays, a une liberté absolue. A une liberté absolue, si absolue, je dis bien si absolue, que Macron peut, pour ce qui concerne le Cameroun, pour ce qui concerne la guerre civile au Cameroun, aller à partir du Nigeria le 5 juillet 2018. Je dis bien à partir du Nigeria le 5 juillet 2018. Faire une déclaration que je vous demande encore d'écouter. Écoutons Emmanuel Macron. J'ai eu Paul Biya au téléphone avant de venir à l'Union africaine. D'abord parce que je savais qu'il ne serait pas présent. Comme je visitais un de ses voisins, il était important que nous ayons un échange. Écoutez, nous avons parlé des grands sujets en cours. Le Cameroun a clairement un défi qui est la cohésion, la stabilité de l'État. Nous savons les tensions qu'il y a dans la région anglophone. Et là aussi, j'ai apporté tout mon soutien au gouvernement pour qu'il puisse justement aller vers la stabilité. Je pense que la stabilité va aussi vers la reconnaissance, des éléments de pluralisme, parfois de décentralisation qui permettent de régler ces problèmes et ces tensions. Je pense que ce dont la région a besoin, c'est de stabilité. Voilà. On peut s'arrêter ici. Ce dont la région a besoin, y compris le Cameroun, surtout le Cameroun, c'est de stabilité. Demandez à n'importe quel Camerounais, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, il va vous dire que ce dont le Cameroun a besoin, c'est des changements. Donc Macron dit que le Cameroun a besoin de stabilité. Il en découle ceci, que le nord-ouest et le sud-ouest, n'est-ce pas, a, du moins dans ce cadre-là, la possibilité d'obtenir un statut spécifique qui reconnaît sa pluralité. Et ce statut spécifique-là serait mis en branle dans ce qu'il appelle la décentralisation. Là, c'est le 5 juillet 2018. Nous sommes aujourd'hui le 16 décembre 2019. Regardez la loi sur la décentralisation. Premièrement, c'est une loi sur la décentralisation. Deuxièmement,
ça a un statut spécifique. Vous voyez très bien que c'est ce que Macron a dit là qui est en train d'être mis en application. Il a dit, là c'est la deuxième chose, il a dit lors d'une interview, un impromptu comme ça, il passait au Nigeria. Si vous comparez la situation du Cameroun avec celle du Mali, le Mali a aussi un groupe qui demande l'indépendance du nord du Mali. Le nord du Mali qui est lié à l'Algérie. Macron ne pouvait jamais faire une pareille déclaration à partir de l'Algérie. Jamais. Ça veut donc dire que le Cameroun a un problème avec le Nigeria qui supporte tout simplement la position gouvernementale de la France et a abandonné les anglophones. Voilà la base de la position française. Ça veut donc dire que le gouvernement français et surtout le président français a une mainmise pas seulement absolue, mais il se retrouve avec les anglophones qui se battent sans base arrière. Ce qui veut donc dire qu'il abandonne tout simplement les anglophones au boulot. Donc, Biya peut tout faire. La conséquence, c'est 12 000 morts, quand au Mali, en 3 ans, depuis 2012, ils ont eu 6 000 morts. Chez nous, en 3 ans, nous avons 12 000 morts. Vous voyez donc la position française est pas seulement biaisée. Vous allez dire que le Cameroun la France a des intérêts, la France... Non, non, non. Je crois que c'est essentiel d'y aller doucement, doucement. Doucement, doucement et de comprendre. Maintenant, Emmanuel Macron, vous avez remarqué quelque chose. Il vient à partir d'Afrique, du Nigeria, exprimer une position. Et ensuite, c'est Biya qui s'en va en France. L'ambassadeur français n'a jamais autant rencontré Biya que ces derniers temps. C'est pratiquement tous les mois. Il est au palais de l'Élysée. C'est une politique qui est surprenante, extraordinaire, surtout parce que des milliers de Camerounais sont en train d'être tués. Rappelons-nous ce que la France fait d'habitude. Qu'est-ce que la France fait d'habitude? D'habitude, la France, c'est le pays qui, devant un conflit comme celui-là, devant des morts comme ceux-là, devant une catastrophe, devant un génocide comme envoie, en fait, c'est elle qui porte l'Afrique, la voix de l'Afrique devant le Conseil de sécurité lorsqu'il s'agit des pays francophones. C'est la France qui le fait. La dernière fois où elle a fait, c'est avec le Congo-Kinshasa. C'était le 4 janvier avec les élections. C'est la France qui a invité le Conseil de sécurité à avoir une session sur la République démocratique du Congo. Nous sommes suffisamment âgés pour nous rappeler que c'est la France qui a introduit une motion au Conseil de sécurité sur la Côte d'Ivoire. C'est la France qui introduit des motions de sécurité sur le Mali. C'est la France qui introduit ça partout, à l'ONU. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que la France n'a pas pu le faire avec le Cameroun? La France n'a pas pu introduire une motion au Conseil de sécurité pour le Cameroun. En fait, la politique de la France a toujours été celle-ci, de faire que l'ONU ne discute pas du Cameroun. Jusqu'ici, de faire que l'ONU ne discute pas du Cameroun, qu'on ne table pas sur le Cameroun. Mais la surprise aura été pour chacun d'entre nous de voir que justement, elle a échoué. Ça n'a pas marché. C'est-à-dire concrètement, l'ONU, depuis, et moi j'avais rencontré la dame de l'ONU là qui avait été envoyée au Cameroun pour faire des recherches sur le Nosso. Je l'avais rencontrée à New York avant qu'elle n'aille au Cameroun. L'ONU s'est impliquée dans le cas camerounais. Après, vous avez vu Bachelet venir et bien sûr, vous avez vu le Conseil de sécurité établi sur le Cameroun. Ce n'est pas la France qui, d'une part, a invité cela, d'autre part, a pu empêcher ça. Bien au contraire, la France a perdu la bataille. KO. KO. Là, c'est la première chose dont il faut toujours se souvenir. La France a été absolument défaite. Ça fait qu'elle est sandwichée. Elle est obligée d'avoir l'ambassadeur français au Cameroun faire une position défensive pour protéger Biya. D'autre part, elle est obligée de se couvrir en ayant Biya courir en France pour pouvoir lui présenter la solution que Macron a montrée là, dont il a parlé là, qui est la décentralisation. La France est donc
vaincu diplomatiquement. C'est ce qu'on appelle une défaite diplomatique absolue. Absolue. Ce qu'elle est en train de faire, c'est de sauver les meubles. De sauver les meubles, de sauver les meubles. Elle sauve les meubles comment? Est-ce qu'elle a le pouvoir de le faire? Elle sauve les meubles, par exemple, avec le Parlement européen. Écoutons ici, une fois encore, il s'agit de la manière avec laquelle elle essaie de sauver les meubles. Écoutons la manière avec laquelle elle essaie. C'est le député Jean-Luc Schaffhauser. Écoutons-le. Schaffhauser. Mes chers collègues, c'est ma dernière. Je crois, j'ai ici un problème de son. Voilà. Voilà. Je m'étais entièrement préparé là, mais je crois que ça, je vais suivre, je vais prendre un autre chemin, n'est-ce pas? Bref, c'est Schaffhauser, le député Front National, n'est-ce pas? Eurodéputé. Voilà. Eurodéputé qui est la voix de dissidence, qui est la voix des dissidences de la France, n'est-ce pas, au Parlement européen lorsque celui-ci table sur le Cameroun. Comme quoi la France est tellement défaite, je répète, elle est tellement défaite qu'elle est obligée d'être la voix dissidente lorsque la décision sur le Cameroun est prise, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est une solution, c'est une situation absolument extraordinaire. On n'a jamais vu la France avoir le dos au mur, n'est-ce pas? C'est vraiment avoir absolument le dos au mur. Nous vous entendons, Monsieur Schaffhauser. Voilà. Mes chers collègues, c'est ma dernière intervention dans ce Parlement. Je la fais pour un pays qui m'est très cher, que j'ai sillonné plusieurs fois et dont je suis aussi un peu le fils. Le Cameroun est une mosaïque ethnique, linguistique et religieuse très fragile. Paul Biya est sans doute allé trop loin dans le processus de centralisation, alimentant ainsi le ressentiment des populations anglophones de l'Ouest et le séparatisme musulman du Nord. Mais ce séparatisme est alimenté et instrumentalisé par des puissances extérieures. Paul Biya occupe le pouvoir depuis 37 ans. Toutefois, cher ami, ces 37 ans de stabilité, quand je regarde les autres pays, le Cameroun fait bonne figure. Voilà. Le président camerounais sait sans doute qu'il ne peut monopoliser le pouvoir jusqu'à sa mort. On peut d'ailleurs s'arrêter ici. Je crois qu'il a dit l'essentiel. Ce qu'il a dit, c'est centralisation. Vous voyez donc, il est en accord avec Emmanuel Macron que la solution au Cameroun serait donc de décentraliser. Et d'autre part, il est en accord avec le principe de base qui est que le problème du Cameroun, c'est plutôt la stabilité, ce n'est pas le changement. Voilà la lecture française. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'au niveau politique, donc, la France se retrouve d'abord défaite parce qu'elle n'a pas pu empêcher la discussion sur le Cameroun au Conseil de sécurité. D'autre part, elle se retrouve dans la défensive parce qu'elle est obligée d'être la voix dissidente. En fait, concrètement, la France est absolument seule. Je n'ai jamais de toute ma vie vu un pays qui parle la langue du pays, en fait, qui est le Cameroun, être absolument seul sur une question aussi essentielle que le génocide. Mais en fait, être dans le pays qui supporte, qui impose sa politique par derrière dans son absolue solitude. Ce que moi j'aimerais encore dire, c'est que Schaffhauser, Jean-Luc Schaffhauser, dont vous avez entendu les propos là, c'est l'ami de Macron. C'est lui qui a permis, n'est-ce pas, au port de Douala de repasser entre les mains de Bolloré. C'est lui qui a permis, comme quoi Macron travaille avec le Front National sur la question du Cameroun pour imposer sa politique au Cameroun. Par exemple, avec le port de Douala. Vous voyez, vous avez vu plusieurs entreprises françaises revenir, etc., etc. C'est la conséquence de cette entente cordiale entre le Front National et puis Macron pour ce qui concerne le Cameroun. Vous avez donc compris que
la mainmise du président français de l'Élysée est si absolue que même le Parlement français n'a jamais eu une session sur le Cameroun, alors qu'il y a un groupe d'amitié franco-camerounaise au Parlement français, groupe d'amitié franco-camerounais auquel j'ai envoyé moi-même au moins 5 fois des lettres à tous les membres, c'est une vingtaine de membres. Ils n'ont jamais répondu. Le Parlement français lui-même n'a jamais eu une session véritable sur le Cameroun. Jamais. La seule chose qui reste, ce sont des voix dissidentes et puis des voix perdues, vraiment des voix comme celle de Sébastien Nadeau, qui se signalent avec des questions au gouvernement, mais des questions qui n'ont mais alors aucune conséquence. Elle n'a aucune conséquence parce que, comme vous voyez, Macron établit une politique dans un interview sur la base du fait que le Cameroun, en fait, soit livré. Il établit une politique dans une interview et cette politique-là devient la loi qui est appliquée, comme nous voyons au Parlement camerounais. C'est-à-dire la loi sur la décentralisation et qui reconnaît le fait que les gouverneurs soient élus. Une loi qu'aucun Camerounais ne veut. Ni les anglophones, ni les francophones. Donc la France n'est pas seulement absolument isolée, elle se retrouve dans une situation où, dans le monde entier, c'est elle qui fait la dissidence. Mais vous voyez, c'est absolu de le dire. Pourquoi? Parce que c'est nouveau. Il faut pouvoir dire à notre peuple lorsque nous sommes en train de gagner. C'est nouveau. Quiconque a suivi le conflit en Côte d'Ivoire sait que la France y était en position de force. Au Cameroun, elle est en position de faiblesse. Quiconque a suivi, comme je vous ai donné l'exemple, n'est-ce pas, du Congo-Kinshasa, elle a été défaite là-bas parce que là-bas aussi, elle n'était pas en position de force. Elle était d'ailleurs défaite par le Rwanda. Mais pour ce qui concerne le Cameroun, c'est clair, il est absolu, il est nécessaire que notre peuple sache que la France est en position de faiblesse. Elle n'a pas pu empêcher que le débat sur le Cameroun ait lieu. Elle est obligée, n'est-ce pas, d'utiliser le Front National et puis d'être la voix qui est dissentriste sur la question du génocide. Comme quoi Emmanuel Macron devient le complice du génocide. C'est essentiel de le souligner. Ça veut donc dire que notre peuple est en train de gagner. Je voulais d'abord le dire comme première chose pour souligner le fait que la position défensive de la France, c'est une position de défaite. Elle est en train de perdre la bataille. Là, c'est le premier chapitre. La seconde chose que moi j'aimerais dire, c'est la nouvelle que nous avons eue aujourd'hui. Mais comme pour la France, j'aimerais la mettre dans un contexte. Le deuxième chapitre, j'ai dit, c'était les États-Unis. J'aimerais mettre les États-Unis dans un contexte bien précis. Les États-Unis, évidemment, la crise au Cameroun a commencé avec, en fait, l'implication des États-Unis a commencé avec l'activisme de l'ambassadeur américain sur le terrain. Ça, on le sait. Je n'ai pas besoin de le répéter. Là, c'est une évidence. Ce qui est essentiel quand même, c'est que le même juin-juillet, là, il y a eu sans doute des batailles à l'intérieur de ces chancelleries. Mais l'une des actions les plus extraordinaires que nous ayons vues porte le nom d'une personne, Karen Bass. Karen Bass, n'oubliez pas son nom. Pourquoi est-ce que vous ne devez pas oublier son nom? Parce que le Cameroun, de manière jurisprudentielle, se retrouve dans la situation du Soudan. Le Soudan n'avait pas signé les accords de Rome, les accords qui font le Soudan être membre dans ces pays. Le Soudan n'avait pas signé ça. Le Cameroun n'a pas signé ça non plus. Le Soudan avait un groupe séparatiste, indépendantiste, n'est-ce pas, le Soudan du Sud, qui finalement a créé l'indépendance du Soudan du Sud là. Le Cameroun a l'Ambazonie. Le Soudan avait un dictateur, al-Bashir, qui restait au pouvoir commettant un génocide. Le Cameroun a Paul Biya, qui reste au pouvoir, qui commet un génocide. Mais ce qui est aussi important, c'est que c'est la même Karen Bass qui s'occupe du Soudan et du Cameroun. Comme on dit, Dieu existe. Les boules ne peuvent pas la tromper. Elle connaît les deux dossiers. Elle connaît les deux dossiers. Dieu ne peut pas la tromper. Les deux dossiers sont identiques, sont vraiment identiques. Le Soudan
et le Cameroun. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est encore important de se souvenir de Karen Bass? Les États-Unis ont une manière de fonctionner au niveau législatif qui est différente de la manière de fonctionner de la France, que je vous ai présenté, où l'Assemblée française n'a jamais eu une session sur le Cameroun, le groupe d'amitié franco-camerounais n'a jamais eu de session sur le Cameroun. C'est le président de la République française qui décide ex-cathedra à partir d'une interview et c'est la politique de l'Élysée qui s'applique au Cameroun. Aux États-Unis, c'est différent. Aux États-Unis, il y a un passif. Karen Bass occupe la position structurelle d'un représentant qui s'appelle Donald Payne. Donald Payne, c'est un représentant du New Jersey. C'est lui qui, en 2004, a fait le génocide au Darfour être reconnu par une loi à l'intérieur du Parlement américain et tout cela se passe dans ce qu'on appelle le Comité des relations étrangères, dont il était membre. Il a introduit cette loi-là, n'est-ce pas, le 24 avril 2004, reconnaissant le génocide au Darfour. Là, c'est Donald Payne. Ce qui lie Donald Payne à Karen Bass, c'est déjà que les deux sont noirs américains. Donald Payne était noir américain, il est déjà mort. Karen Bass est noir américain. Donc, on ne peut pas les accuser de racisme. On ne peut pas. Ce qui les lie aussi, c'est qu'ils sont membres du Congressional Black Caucus. Donc, ils ont une vision panafricaine de la chose. Mais ce qui les lie aussi, comme j'ai dit, c'est que Karen Bass occupe le dossier que Donald Payne avait. Les deux sont donc liés. C'est la même méthode, la même structure. Karen Bass est donc celle qui a le pouvoir sur le Cameroun. C'est elle qui a le pouvoir sur le Cameroun. C'est elle qui décide. La loi qu'elle a passée, n'est-ce pas, en juin, elle a introduit avec quelques propos qui sont essentiels, qui sont même, je dirais, lumineux, et que je nous demanderais d'écouter un peu parce que ils sont essentiels pour comprendre dans quelle mesure, voilà, je ne vois pas ce qui se passe ici. Je crois que j'ai ouvert beaucoup trop de, voilà. Voilà, j'aimerais que l'on écoute un peu Karen Bass parce que c'est essentiel pour nous de toujours revenir sur les phrases capitales, n'est-ce pas, qui structurent la décision. Mon ordinateur est un peu lent, c'est pas grave, mais voilà, on y arrive. Bon, je disais que Karen Bass occupe la position de Donald Payne, n'est-ce pas? Donald Payne qui a fait reconnaître le génocide au Darfour par les États-Unis. Et c'est essentiel de dire aussi, de souligner que les États-Unis n'ont pas besoin de suivre ce que dit l'ONU. Les États-Unis ont la capacité, c'est une superpuissance, n'est-ce pas, d'agir de manière indépendante et d'avoir sa décision, créer sa propre jurisprudence et puis, c'est-à-dire faire ses propres, poser ses propres actes sur la base de cette décision-là. Donc, les États-Unis n'ont pas besoin du point de vue de l'ONU pour pouvoir agir. Ce n'est pas nécessaire. C'est même, ce serait d'ailleurs redondant que de croire que les États-Unis ont besoin du point de vue de l'ONU pour poser un acte, ça est une question aussi essentielle que le génocide. J'en profite aussi pour dire que l'administration américaine de Trump, n'est-ce pas, la vice-présidence a un bureau du génocide. A un bureau du génocide. Et c'est qu'est-ce qui ne va pas peut-être c'est coupé, je ne sais pas. Voilà. C'est un peu lent là. Je crois que j'ai beaucoup trop d'amis, n'est-ce pas? Ou bien j'ai ouvert trop de pages. Ça fait que
un peu lent à suivre, mais on va y arriver. On va y arriver pas à pas, doucement, doucement, sans être pressé. Avec un peu de patience, on comprend la complexité de ce qui se passe, n'est-ce pas? Donc, avec un peu de patience. Voilà, je voulais que l'on écoute ce que Karen Bass dit, parce que ça permet de situer ce qui se passe devant nous. Ça permet de situer ce qui se passe devant nous dans un contexte. Écoutons. Cameroon continues to decline, and to be frank, Congress, the international community, and Cameroonian citizens who I receive regularly in our office, either in person or by phone, are concerned about where this country is heading. The tensions in the Anglophone region are not new. People have felt disenfranchised and marginalized since the end of colonialism. But as we heard, the current situation arose in late 2016 after the government was heavy-handed in its response to the Anglophone protest movement, killing protesters, arresting hundreds, and deploying government security forces. On the other side, the Anglophone movement has also transformed. There are elements that are now a separatist movement. Separatists have become more and more militant and have been accused of committing abuses, including killing security forces, attacking and burning down schools, and attacking citizens. People in the Anglophone region feel deeply wounded. Over the course of the last week or so in my office, we have received hundreds of calls from people saying that there is genocide in the Anglophone region. Meanwhile, the government has said that there is no one to negotiate with, and the separatists do not want to come to the table. What this says to me is that there is serious work to be done to bring both sides to the table to end this conflict and to determine whether or not genocide is actually taking place. Voilà. On peut s'arrêter ici. Et c'est essentiel de réfléchir sur ce qu'elle a dit. Elle a dit deux choses. Évidemment, elle a dit qu'il y a une guerre, qu'il y a des troubles, comme vous voulez, si vous voulez. Donc, elle a dit que c'est essentiel maintenant que beaucoup d'efforts doivent être mis en œuvre pour mener les deux parties sur une table de discussion. Là, c'est un. Deux, elle a dit, il faut maintenant définir, c'est-à-dire voir si oui ou non il y a génocide. Je répète, elle n'a pas dit si oui ou non il y a tuerie. Elle n'a pas dit si oui ou non il y a violation des droits humains. Elle n'a pas dit si oui ou non il y a massacre. Elle n'a pas dit si oui ou non il y a crime de guerre. La liste est longue. Elle a dit il faut déterminer si oui ou non il y a génocide. Nous avons vu la machine de l'État se mettre en branle pour... Là, c'était le 2. Nous avons vu la machine de l'État se mettre en branle pour pouvoir résoudre la première question qu'elle avait posée. C'est-à-dire faire que les deux parties en conflit se mettent sur une table pour soit le dialogue, soit les négociations. Nous avons vu ça. Ce que nous n'avons pas encore vu, c'est le deuxième chapitre qu'elle a ouvert. Mais ce que Karen Bass avait fait après avoir pris la parole là, c'est qu'elle était venue elle-même au Cameroun. Elle avait pris l'avion, comme on dit, avec d'autres députés. Elle est venue elle-même au Cameroun. Le gouvernement camerounais, lui, avait refusé accès au nord-ouest et au sud-ouest. Je répète, après avoir dit qu'il faut déterminer si oui ou non il y a génocide. Génocide. Elle est venue elle-même au Cameroun. Le gouvernement camerounais lui a refusé l'accès au nord-ouest et au sud-ouest. Elle était avec d'autres députés. Depuis, le gouvernement camerounais a refusé l'accès au nord-ouest et au sud-ouest à tout le monde. Aux représentants de l'OUA, aux représentants de la francophonie, aux représentants du Commonwealth, aux représentants de l'ONU. Même Bachelet n'a pas eu accès au nord-ouest et au sud-ouest. Aux représentants de tout. En fait, le dernier à avoir eu accès au nord-ouest et au sud-ouest, c'est un Français. C'est un Français. Le Moine, c'est le vice-ministre des Relations extérieures. C'est lui le dernier occidental
personne de la communauté internationale à avoir eu accès au nord-ouest et au sud-ouest? Un Français. Vous voyez donc que la France a voulu, en créant un blackout total, permettre à sa politique de décentralisation, etc., d'être implémentée à travers ses gouverneurs, Okala Bila, etc., mais en même temps, a permis un génocide d'avoir lieu. A permis un génocide d'avoir lieu. Et elle voulait le faire. C'est-à-dire que Biya voulait le faire, son instrument Biya, ses instruments, les boules, voulaient le faire dans le blackout total. Comme quoi, Karine Bass n'a pas eu accès au nord-ouest et au sud-ouest. Ça, c'est le fait. Là, c'est un fait. Karine Bass n'a pas eu accès au nord-ouest et au sud-ouest. Elle est rentrée sans avoir eu accès au nord-ouest et au sud-ouest. Rappelez-vous que Karine Bass, c'est elle qui a le dossier Cameroun. C'est elle qui a le dossier. C'est la femme la plus puissante qui a le dossier Cameroun sur sa table. C'est elle. C'est elle qui a pris la position de Donald Payne pour le Soudan. C'est elle. C'est elle la personne. Et donc, maintenant, ce n'est pas surprenant donc que le gouvernement camerounais ayant empêché à Karine Bass, au congressman américain, d'aller voir ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, quand on se réfère à une instance supérieure. Ce n'est pas surprenant, c'est tout à fait normal. Donc, le Congrès américain a ce pouvoir que l'Assemblée nationale française n'a pas. Je répète, le Congrès américain a ce pouvoir que l'Assemblée nationale française n'a pas, d'envoyer un dossier à l'ONU. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale française ne peut pas faire ça, ne le fait pas. C'est Macron qui le fait. C'est le gouvernement français qui le fait. Mais aux États-Unis, ici, là, aux États-Unis, un député envoie un dossier à l'ONU. Un député envoie un dossier à l'ONU. C'est ça le pouvoir législatif américain. C'est ça le pouvoir législatif américain. Et donc, c'est là où la lettre du Congrès américain devient importante, devient essentielle, devient cardinale. Regardons dans la lettre. Voilà le contexte de la lettre. Voilà le contexte. Le contexte, c'est que la lettre vient à point nommé parce que aucun représentant américain qui était déjà au Cameroun n'a eu accès au nord-ouest et au sud-ouest. Donc, il faut au moins, au minimal, avoir accès aux victimes. Il faut les écouter, c'est la moindre des choses. Il faut voir ce qui se passe. Et hier encore, à Mouma, les boulots étaient en train de brûler des maisons. Hier encore, ils brûlaient des maisons. Alors que le 6, ils ont eu une réunion avec la communauté nationale pour financer la reconstruction. Ils brûlaient des maisons. Vous voyez donc que ce n'est pas sérieux. Avec ça, ils se retrouvent dans l'UNDEM, comme on dit, dans l'UNDEM. Prenons donc la lettre dont je vous ai présenté le contexte. Prenons la lettre pour la lire. Lisons-la ensemble, n'est-ce pas? Ça veut dire, prenons la lettre pour voir, mon ordinateur est encore là. Prenons la lettre, voilà la lettre. La lettre est écrite par Elliot Engel. Elliot Engel, qui est le chairman du Committee of Foreign Affairs. Comme vous voyez, les comités américains sont très puissants. Vous avez vu le Judicial Committee qui est en train de déposer Donald Trump. Vous voyez vous-même. Ça dit que le comité judiciaire est en train de déposer le président américain. Voici ici le comité des affaires étrangères. Le chair de ce comité-là, c'est lui donc qui écrit la lettre à l'ONU. Je répète, Elliot Engel, ce n'est pas un député minimal comme ça, non. C'est le chair du Foreign Affairs Committee. C'est celui qui a autant de pouvoir que le chair du Judicial Committee qui est en train de déposer Donald Trump. C'est le même pouvoir. C'est le même pouvoir. C'est ce chair-là donc qui écrit à l'ONU. Il faut aussi préciser que ce chair, pour peut-être dire un mot en plus, le chair, Congressman Engel,
il représente le bronze. Il représente le bronze, ça veut dire quoi? Aux États-Unis, je ne peux pas me décider comme ça d'écrire à un congressman. C'est une perte de temps. Vous voyez des gens qui s'en vont faire le lobby, etc. Le lobby est organisé. C'est une personne qui, dans sa circonscription, a le droit de vote, qui est donc enregistré qu'une maison dans sa circonscription, qui peut lui écrire. Vous pouvez tester et aller sur sa page web, essayer de lui envoyer un email. Ça ne va même pas passer. Parce que c'est lié comme ça. La chance veut cependant que le bronze là, c'est le fief des Camerounais de la diaspora. Donc, je dirais déjà ici à la base, la balle est dans votre camp. Le chair du Foreign Affairs Committee représente le fief des Camerounais au Congrès. Et c'est lui qui envoie une lettre à l'ONU pour qu'on aille voir si oui ou non un génocide a lieu au Cameroun. Si donc il y a une chose que je peux dire à tout le monde, c'est qui habite le bronze là. My friends, call him. Appelez son bureau chaque jour afin qu'il sache qu'il y a pression. Mais j'étais en train de dire que voilà donc Eliot Engel. Pour qu'on sache plus ou moins quelle est son importance, quelle est sa position. Il est certes démocrate, mais dans ce comité-là, il y a des démocrates et il y a des républicains. Donc, il est tout simplement le président de ce comité-là. Ça veut donc dire que c'est un comité bipartisan. Et moi, je peux vous dire, sur la base, n'est-ce pas, de la loi qui est passée la fois passée, de Karen Bass, qu'il n'y a aucune, comment dire, il n'y a aucune voix dissentrice sur la question du génocide au Cameroun. Les Américains sont unis là-dessus. Ils sont à la même page. Il n'y a même pas question de dire que tel est démocrate, tel est républicain, et donc ils vont avoir des positions différentes. Non. Ils sont unis là-dessus. Et ici, donc, c'est le chair du comité le plus élevé, Foreign Affairs Committee, qui, n'est-ce pas, envoie une lettre à l'ONU. Comparons avec la France. La France a eu des sessions des affaires étrangères, non? N'est-ce pas? Je les ai toujours montrées sur ma page. Avec le ministre là, Le Drian, qui est allé là-bas, il répondait tout simplement à quelques questions, les questions des députés, par exemple le député Nadeau. Et c'était tout. C'était fini là. Aux États-Unis, le président de ce comité-là envoie la lettre à l'ONU. Donc c'est ça le chemin. C'est ça le chemin qui a eu lieu. Essayons déjà de lire un peu la lettre pour voir son contenu. Dans son contenu, il dit ceci. I write to express my deep concern regarding the ongoing armed conflict in Cameroon, which has resulted in the death of more than 3,000 people. Il ne parle plus de crise, il parle de conflit armé. Il parle de conflit armé, qui a eu comme conséquence la mort de plus de 3,000 personnes, the internal displacement of almost 800,000, la création d'à peu près 800,000 réfugiés, and over 35,000 Cameroonians seeking asylum in Nigeria, et 35,000 Camerounais recherchant l'asile au Nigeria. Donc, on a à peu près 1 million de réfugiés que ce conflit a produit. Il ne parle même pas de réfugiés qui sont dans la zone francophone. Mais il continue, il dit 4,5 millions de personnes au Cameroun ont besoin d'aide humanitaire. 600 000 enfants ne vont pas à l'école. Et il dit que les organisations humanitaires ont des difficultés d'avoir accès dans ces régions. Je suis en train de traduire simultanément. Parce que le gouvernement du Cameroun refuse de donner accès aux organisations internationales. N'est-ce pas? Je répète ça en anglais. And the government of Cameroon refuses to provide access to international human rights organizations seeking to identify the perpetrators of atrocity crimes. Le gouvernement du Cameroun refuse de donner accès aux organisations internationales des droits de l'homme qui veulent savoir qui commettent les crimes. Le gouvernement du Cameroun, comme j'ai dit, ne refuse pas seulement aux organisations internationales, mais refuse même aux congressmen américains, par exemple à Karen Bass, d'avoir accès à ces régions-là. Refuse à tout le monde. Parce que la France commet un génocide là-bas
parce que les Boulos commettent un génocide là-bas, parce que Biya commet un génocide là-bas, dans le silence total. C'est ce qu'il veut. Vous vous rappelez, il y a des dates extraordinaires. Issa Tiroma disant qu'il va fermer les chaînes de télévision si on montrait quoi que ce soit sur ce génocide. Absolument extraordinaire. Voilà ça écrit. As a response to this horrendous situation, en réponse à cette situation absolument horrendous, comment traduire horrendous? Absolument terrible. I urge you to lead an effort at the United Nations to pass a resolution calling for an end to the violence in Cameroon. Il demande donc à la représentatrice d'avoir une résolution des Nations Unies qui demande de mettre fin à la violence au Cameroun. Et, deuxième chose, l'établissement d'une mission d'enquête internationale indépendante. C'est tout. Il demande une résolution, n'est-ce pas, qui invite à la fin absolue de cette violence au Cameroun. Et deux, il demande l'établissement d'une commission d'enquête internationale. Deux choses. Voilà ce qu'il demande. Such a mission could help determine the facts and circumstances of the gross international human rights violations being committed in the countries by the country's military security forces and armed separatists. And, je répète, une telle commission déterminerait les faits et du moins le contexte des violations de droit international absolument extraordinaires commises par les militaires de ce pays, les forces de sécurité de ce pays et les séparatistes armés. Je répète, une commission d'enquête internationale établirait la responsabilité donc des militaires, des forces de sécurité et des séparatistes. Je le dis 3 fois. Une commission d'enquête internationale établirait la responsabilité des militaires, des forces de sécurité et des séparatistes. Militaires, forces de sécurité, séparatistes. Voilà. Hopefully, bring an end to the overall impunity with which these crimes and atrocities are being committed. Et mettre fin à l'impunité générale dans laquelle ces crimes sont commis. Peace, justice, and the protection of minority rights in Cameroon will enhance stability for the country and Central Africa sub-region. Il dit, la paix, la justice et la protection des minorités, des droits des minorités, va permettre à la stabilité du pays d'être maintenue, et y compris dans la région de l'Afrique centrale. Rappelez-vous, c'est ce que Macron disait. Macron disait plutôt que c'est la décentralisation qui va permettre la stabilité des États. Lui, il dit que la paix, la justice et la protection du droit des minorités. La paix, la justice, la protection du droit des minorités. Voilà les 3 conditions qui, dit-il, vont permettre la stabilité de l'État. It will also serve vital interests of the United States in our bilateral relations with African countries. Là, c'est quelque chose qu'on peut passer. I hope we're together to send a strong signal to the Cameroon government and armed groups of perpetrating violence that the international community will not turn a blind eye on gross violations of human rights. Il dit, je souhaite que nous pouvons travailler ensemble pour envoyer un signal fort au gouvernement du Cameroun et aux groupes qui commettent des violences afin qu'ils sachent que la communauté internationale ne va pas fermer ses yeux devant ces violations de droits de l'homme. C'est ce qu'il dit. Ce qui est important aussi, c'est de dire que cette lettre-ci a été écrite le 3 décembre. Elle a été écrite le 3 décembre. Elle a été publiée aujourd'hui, le 16 décembre. Maintenant, ce qui s'est passé quand même entre-temps, c'est que le 12 septembre,
n'est-ce pas, Kelly Craft, la personne à qui il envoie cette lettre-là, a été nommé représentant des nations américaines, des ambassadeurs, n'est-ce pas, des Nations Unies pour les États-Unis. Mais en même temps, la semaine passée, n'est-ce pas, les États-Unis ont pris la direction du Conseil de sécurité. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que le Congrès américain envoie au Conseil de sécurité ou bien aux Nations Unies, dont le Conseil de sécurité est dirigé par les États-Unis, par les Américains encore. Bref, ils se parlent entre eux. La conséquence, c'est quoi? C'est que la France est exclue. Elle est défaite. La France ne peut faire que la défensive. Ici, vous avez deux institutions américaines, deux Américains qui se parlent entre eux pour résoudre la question camerounaise. Mais en fait, ce qui est aussi important à souligner, c'est la rapidité même du fait que le dossier camerounais vienne sur la table américaine. C'est très rapide. C'est absolument rapide. Et c'est bien. C'est bien. Il était temps. C'est bien. C'est bien. Parce qu'il faut que les tueries cessent. On a utilisé tous les moyens. Tous les moyens. On a utilisé tous les moyens. Mais comme j'ai dit hier encore, le 15 décembre à Mouma, les boules étaient encore en train de brûler des maisons. Mais quel est ce genre de bahat où le 6 décembre, ils sont en session avec tout le monde, les Japonais, les Américains, etc., pour demander l'argent pour la reconstruction. Mais en même temps, une semaine après, ils sont en train de brûler des maisons. En fait, même, ils continuent de brûler des maisons systématiquement, brûler des motos, brûler des maisons, tuer des gens, etc. C'est absolument impensable. Donc, voilà la lettre. Ce qui est aussi important, c'est que cette lettre-là ne se fonde pas seulement sur les orientations des droits de l'homme. N'oubliez pas que, en fait, je peux dire que maintenant, là, nous ne sommes plus au niveau des organisations des droits de l'homme comme Amnesty, Human Rights Watch, etc. Non. Nous sommes au niveau maintenant des universités. Trois universités ont déjà pris sur elles de constituer le dossier Cameroun. 3 universités. 1, l'université de Oxford. Voilà ça. L'université de Oxford a un rapport de crise sur la crise du Cameroun que vous pouvez d'ailleurs voir online, lequel rapport avait Human Rights Abuses in the Cameroon Anglophone Crisis, a submission of evidence to UK Parliament. Donc, pour pouvoir, n'est-ce pas, aller au Conseil de sécurité, même à la CPI, il faut avoir ce qu'on appelle evidence. Il faut avoir des preuves. Donc, 3 universités sont déjà en train d'établir des preuves. Oxford University, c'est l'une des meilleures universités d'Angleterre. Elles ont un dossier de preuves déjà établi, lequel dossier ils ont introduit, n'est-ce pas, au Parlement anglais. Là, c'est Oxford. Et c'est la faculté de droit de l'université de Oxford. A report submitted by an independent research team based at the Faculty of Law, University of Oxford. Là, c'est l'université d'Oxford, n'est-ce pas? La deuxième université, c'est l'université de Toronto. L'université de, Oxford, c'est en Angleterre, n'est-ce pas? Et donc, là, c'est un rapport qui a déjà fonctionné. L'Angleterre, c'est un pays anglophone. La deuxième université, c'est l'université de Toronto. Voilà ça, devant moi. Database of Atrocities on Cameroon's Anglophone Crisis, University of Toronto. Et leur but, c'est Counter the Culture of Impunity, etc., etc., etc. C'est bien spécifique. L'Université de Toronto. Et ici, l'Université de Toronto travaille avec l'University of California, l'University of Essex, l'University of Pretoria et bien sûr l'University of Toronto. Donc, c'est le Canada, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Angleterre, c'est les États-Unis. Voilà 4 pays. Vous ajoutez bien sûr dessus l'University of Oxford, ça ferait 5 universités. Non, ça, attends,
Toronto, Pretoria, Essex, California, Berkeley, plus, oui, 5, ça fait Oxford, ça fait 5. Nous avons donc 5 universités qui sont en train d'établir le dossier Cameroun. C'est qui sont en train de systématiquement établir le dossier des violations de droits de l'homme. 5 universités. Il y a une 6e université, n'est-ce pas, qui nous a contactés à GSK, etc., et nous leur avons donné ce que nous avons collecté. Donc, je dirais qu'il y a 6 universités, 6, qui sont en train d'établir des dossiers sur le Cameroun, des dossiers spécifiquement sur la zone anglophone. Toutes ces universités-là ont ceci de parler, ce sont des universités d'expression anglaise. Il n'y a aucune université francophone ou française qui le fasse. C'est la première fois où on peut voir la collision entre le pouvoir français, Macron, l'Élysée, et les universités françaises. Bien au contraire, les universités françaises, à travers Macron, sont en train de travailler sur la restitution des œuvres d'art au Cameroun. Les œuvres d'art. C'est ce sur quoi ils travaillent. En France, les universités ne s'occupent pas de ça. Le Parlement ne s'occupe pas de ça. C'est le président de la République qui, dans une interview au Nigeria, décide de la politique qui s'applique, comme vous voyez, de décentralisation qui s'applique au Cameroun à l'heure actuelle, aujourd'hui même. Au téléphone, c'est ce niveau-là. Les universités françaises sont out. Alors qu'il y a 6 universités. Oxford, Toronto, Pretoria, California, Berkeley, Essex, n'est-ce pas? Et la 6e qui va se signaler d'ici peu pour établir un dossier sur le Cameroun. La question que chacun devrait se poser donc, c'est de savoir, le dossier là, c'est pour faire quoi? Le dossier là, c'est pour faire quoi? Les dossiers là, c'est pour faire quoi? C'est pour jouer, c'est pour s'amuser. Les dossiers, tous les dossiers là, hein, tous les dossiers là, on fait comme ça. 6 universités américaines, anglaises, sud-africaines, etc. Les dossiers là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Voilà. Voilà donc la question à laquelle je vais répondre maintenant. Ouvrons le 3e chapitre. Ouvrons le 3e chapitre. Et nous revenons sur la jurisprudence du Soudan. Le Soudan, comme le Cameroun, ne sont pas membres de la CPI. Je répète, le Soudan, comme le Cameroun, ne sont pas membres de la CPI. Le Cameroun, comme le Soudan, n'ont pas dans leur code pénal le génocide comme un crime. Non pas. Dans le code pénal du Cameroun, le génocide n'est pas un crime. Les crimes de guerre ne sont pas des crimes. Les crimes contre l'humanité ne sont pas des crimes. C'est comme ça que le Soudan est. C'est comme ça que le Cameroun est. Mais si vous allez maintenant sur la page de la Cour pénale internationale, vous allez voir, vous ouvrez, vous tapez tout simplement ICC et vous tapez Soudan, ou CPI, vous tapez Soudan, vous allez voir ceci. Que le Soudan, évidemment, le génocide au Darfour, évidemment, sont passés à la CPI et sont à la CPI. Je vais lire une phrase importante ici. La situation du Soudan a été envoyée à la CPI en 2005. Le dossier a été ouvert en juin 2005, n'est-ce pas? Voici le libellé. Crimes actuellement visés, le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité qui auraient été commis au Darfour depuis le 1er juillet. Voilà. Compétence. Depuis, Maurice Kamto nous a appris l'importance de la compétence, non? Étant donné que le Cameroun et le Soudan n'ont pas signé les protocoles qui créent la CPI, on pourrait dire que la CPI ne peut pas avoir une compétence sur les crimes qui sont commis au Nosso. Lisons donc. Le Soudan n'est pas un État parti du statut de Rome. Le Soudan, comme le Cameroun, n'est pas un État parti au statut de Rome. Cependant, le Conseil de sécurité de l'ONU ayant, par la résolution 1593 de 2005,
du 31 mars 2005 déférer à la CPI la situation au Darfour, la Cour peut exercer sa compétence à l'égard des crimes visés par le statut de Rome et commis sur le territoire du Darfour au Soudan ou par les ressortissants de cet État à compter du 1er juillet 2002. La CPI n'a pas compétence, mais le Conseil de sécurité, par la résolution 1593, n'est-ce pas, de 2005, du 31 mars 2005, a déféré à la CPI la situation au Darfour. Donc, récapitulons, une résolution de l'ONU suffit. Une résolution du Conseil de sécurité suffit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la lettre que nous avons lue là, la lettre que nous avons lue, qu'est-ce qu'elle demandait? Elle demandait que l'ONU fasse une résolution sur le Cameroun. Elle demandait ça. Elle demandait une résolution. Elle ne demandait pas de s'amuser. Elle demandait une résolution. N'est-ce pas? Je vais encore lire cette partie-là parce que tout ça est devant moi. As a response to lead an effort to pass on. As a response to this horrendous situation, I urge you to lead an effort at the United Nations to pass a resolution calling an end to the violence in Cameroon and the establishment of an independent international fact-finding mission. Je vous demande de diriger un effort qui, aux Nations Unies, permettrait de passer une résolution appelant la fin du conflit, de la violence au Cameroun et, deuxièmement, l'établissement d'une commission d'enquête indépendante, les deux. Donc, la lettre qui s'en va à l'ONU là demande une résolution. Revenons encore sur la page de la CPI. La CPI agit sur la base d'une résolution. Tant, voilà ça. Une résolution de l'ONU permet à la CPI d'agir. Une résolution de l'ONU permet à la CPI d'agir. C'est tout. On peut même prendre un peu de temps et puis réfléchir un peu, voir un peu sur, c'est-à-dire sur les possibilités d'une telle résolution. Bon, je voulais lire la résolution du Congrès américain sur le Soudan, mais ce n'est pas si important que ça. Le plus important est de savoir que l'ONU passe à la CPI. Le Cameroun n'a pas besoin de signer les accords de Rome pour qu'il y ait un dossier ouvert à la CPI sur le Cameroun. Et comme je vous ai dit, 6 universités, 1, 2, 3, 4, 5, 6, travaillent déjà sur le dossier du Cameroun. 6 universités sont déjà en train d'établir le dossier, les dossiers. C'est ça qui fait que je dis que nous sommes en train de gagner. Nous sommes en train de gagner. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Mais si vous vous rappelez, le génocide de 70, de 60, de 59, les tueries de 2008, aucune d'entre elles ne sont allées aussi loin. C'est la première fois que nous sommes dans les couloirs de la CPI. Nous sommes dans les couloirs de la CPI. Le peuple camerounais y est déjà. 6 universités. Oxford, Essex, Pretoria, California, Berkeley, Toronto et une 6e université. 6 universités sont en train d'établir les dossiers. Et en même temps, le Congrès américain, par son comité des affaires étrangères, demande à l'ONU, n'est-ce pas, d'écrire une résolution. Et l'exemple du Soudan nous montre clairement qu'une résolution suffit pour qu'on ouvre le dossier du Cameroun à la CPI. Le cercle se ferme. Le cercle se ferme. Le cercle se ferme. Je dirais le cercle se ferme. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'ONU, à sa relation avec la CPI. Voilà le chemin. Le chemin n'a plus besoin de passer par l'autorisation de BIA, par signer tel décret, etc., reconnaître tel statut. Non! Les États-Unis s'en occupent.
Les États-Unis s'en occupent absolument et le font de manière si belle que je ne peux qu'être content. Que je ne peux qu'être content. Vous voyez, on revient donc sur le fait que Karen Bass est la personne clé dans notre histoire. Mais j'aimerais aussi dire une chose qui peut-être est d'importance, parce qu'on va peut-être dire que la décision de l'ONU, n'est-ce pas, serait celle qui est la plus importante. Non. Ce n'est pas la décision qui voudrait peut-être que la décision de l'ONU soit, mais alors la fin des parties, c'est-à-dire si l'ONU dit qu'il y a eu génocide, alors c'est fini. Si l'ONU dit qu'il n'y a pas eu génocide, alors c'est fini. Évidemment, ce serait très très amusant si c'était comme ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si l'ONU décidait qu'il n'y a pas génocide, alors ce serait fini. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus espoir, ce serait la fin de partie, etc. J'aimerais venir rapidement sur la commission d'enquête sur le génocide au Soudan. Je vous ai dit que le Soudan et le Cameroun sont identiques. Et ils sont même pilotés par la même personne qui est Karen Bass. Donc, regardons un peu la décision de la commission d'enquête de l'ONU sur le Soudan. Cette commission d'enquête a donné son rapport en 2004. Mais c'est un rapport qui est essentiel pour nous pour comprendre les conséquences du rapport que nous aurons sur le Cameroun. Et donc, comme je disais, il y a 6 universités qui font des pré-rapports qui vont informer l'écriture donc du rapport final de l'ONU. 6 universités, Essex, Toronto, University of California, Berkeley, Pretoria, n'est-ce pas, Oxford, et il y a bien sûr la 6e université que je ne vais pas mentionner, mais qui va se signaler en décembre. 6 universités. Donc, le rapport de l'ONU qui va donc être la 3e étape, l'étape alors majeure. L'ONU peut décider qu'il n'y avait pas génocide. L'ONU peut décider qu'il y avait génocide. Et rappelez-vous encore ce que Karen Bass avait dit. Karen Bass avait dit qu'il s'agit de déterminer si oui ou non il y a génocide. Si oui ou non il y a génocide. C'est tout. Si oui ou non il y a génocide. Et vous vous rappelez très bien aussi que dans son discours du 10 septembre 2018, Biya avait dit cette accusation ridicule de génocide. Ces accusations ridicules de génocide. Vous vous rappelez bien. Donc, est-ce que c'est l'ONU qui va décider s'il y a génocide ou non? Lisons dans son rapport sur le Soudan. Sur le Soudan, l'ONU dit ceci. The Commission does recognize that in some instances, individuals, including government officials, may commit acts with genocidal intent. La Commission de l'ONU peut reconnaître que dans certaines instances, le gouvernement ou bien des membres du gouvernement peuvent poser des actes avec intention génocidaire. Ils n'ont pas dit que c'est le génocide, avec intention génocidaire. Whether this was the case in Darfur, however, is a determination that only a competent court can make or a case-by-case basis. Mais cependant, c'est une cour indépendante qui déciderait de s'il y a génocide ou pas. Donc l'ONU lave ses mains. L'ONU lave ses mains. Il continue. The conclusion that no genocidal policy has been pursued. Etc., etc. Pourquoi est-ce qu'il continue ça? Parce que leur conclusion, c'était quoi? Leur conclusion, c'était The commission concluded that the government of Sudan has not pursued a policy of genocide. Au Soudan, l'ONU avait conclu que le gouvernement du Soudan n'a pas fait un génocide au Darfour. Je répète, the commission concluded that the government of Sudan has not pursued a policy of genocide. L'ONU avait conclu que le Soudan n'a pas commis de génocide.
de génocide. Là, c'était la conclusion de l'ONU. Là, c'était la conclusion de l'ONU. Vous voyez? Mais Payne, on revient sur Karen Bass. Payne a persisté et le Soudan a été reconnu comme un génocide. Payne a persisté. Le Soudan a été reconnu comme un génocide. Payne a persisté. Le gouvernement du Soudan a été reconnu comme étant génocidaire. C'est essentiel à le dire. C'est essentiel à le souligner. C'est que l'ONU avait décidé qu'au Soudan, il n'y a pas de génocide. Mais c'est les États-Unis qui ont décidé qu'il y avait génocide là. C'est essentiel. C'est essentiel à souligner ça. Parce que souvent on dit, on insiste, on donne trop de force à l'ONU. Mais même au Rwanda, l'ONU n'a pas décidé qu'il y avait génocide. Même au Rwanda, l'ONU n'a pas décidé qu'il y avait génocide. Donc n'oublions pas ça. Ne croyons pas que c'est la fin des carottes. Non, c'est le commencement. C'est le commencement. Et donc, durant la pause, j'ai reçu un chapitre intéressant du député Nadeau, Sébastien Nadeau, que j'ai mentionné au début, là, n'est-ce pas, qui avait refusé de signer ma lettre où je voulais qu'on co-signe, demandant une commission d'enquête indépendante. Alors, Nadeau arrive, je vais poster ça sur ma page. Il écrit à la représentante de la France auprès des Nations Unies, à l'ambassadeur Nicolas Rivière. Et il dit, le risque d'un génocide ne peut écarter, compte tenu des relations historiques et privilégiées que nous entretenons avec le Cameroun, la France ne devrait-elle pas être l'initiatrice d'une résolution visant à mandater un groupe d'experts pour évaluer in situ les violations des droits de l'homme et des droits humanitaires? Il demande à la France d'être l'initiatrice, n'est-ce pas, d'une commission d'enquête. C'est absolument extraordinaire. Il demande à la France maintenant de se rattraper. Il demande à la France de courir. Il demande à la France de faire vite. Il demande à la France de sauter dans le train. Il demande à la France de ne pas rater le train de l'histoire. Il demande à la France de se rattraper. Il demande à la France de ne pas être génocidaire. C'est ça. Je vais lire la lettre avec vous. On va la lire ensemble. Je vous écris pour exprimer ma profonde inquiétude concernant le conflit armé en cours au Cameroun qui a déjà occasionné plus de 3000 morts et le déplacement de près de 800 000 Camerounaises et Camerounais à l'intérieur du pays ou vers le Nigeria. Désormais, plus de 4 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire et au moins 600 000 enfants sont privés d'école depuis 3 ans. Il répète plus ou moins ce que la lettre américaine dit. L'absence de processus démocratique rend la situation plus grave chaque jour dans la zone anglophone, dénommée Ambazonie, et partout ailleurs dans le pays. Les droits de l'homme sont bafoués au quotidien, tant par les forces de sécurité régulières du Cameroun que par les séparatistes anglophones armés. Lors de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies du 6 décembre 2019, après-midi à New York, Françoise Lounseni-Fall, représentant spécial du secrétaire général et du chef du bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, a déclaré que la situation politique et sécuritaire en Afrique centrale était préoccupante. Faisant état de la situation au Cameroun, il a appelé les partenaires internationaux à soutenir les efforts nationaux pour répondre aux besoins humanitaires. Il a ensuite souligné la nécessité de tirer parti de l'élan généré par le dialogue national et de poursuivre la discussion entre toutes les parties prenantes afin d'apaiser les tensions sous-jacentes parmi ceux qui se sentent marginalisés. Des 5 membres du Conseil de sécurité, France, États-Unis, Royaume-Uni, Chine, Russie, seule la France n'a exprimé aucune position lors de cette réunion.
seule la France. Je vous ai déjà dit que la France est une position dissidente. Je vous ai montré comment la position française était dissidente. Seule la France n'a exprimé aucune position. Donc, au niveau de l'ONU, la France voulait même qu'il n'y ait pas de débat. Et comme on a imposé le débat, elle n'a pas de position. Mais comme on sait, elle impose au Cameroun la décentralisation. Seule la France n'a pas exprimé aucune position lors de cette réunion. Il semble même qu'aucun membre de la représentation française n'était présent. Aucun membre de la représentation française n'était présent. Mais l'ambassadeur de France s'en va toutes les 2 semaines rencontrer Biya pour lui expliquer comment mettre en branle la décentralisation que personne ne veut. À l'ONU, ils ne sont pas présents. La France a-t-elle choisi la politique de la chaise vide pour répondre à la terrible situation que vivent actuellement les Camerounaises et les Camerounais? La France a boycotté la réunion à l'ONU. Boycotter la réunion à l'ONU. Le risque d'un génocide ne peut être écarté. Compte tenu des relations, le mot génocide encore, génocide. Et rappelons-nous, Karl Bass avait bien dit qu'il fallait établir si oui ou non il y a génocide. La France fuit. La France fuit. Compte tenu des relations historiques et privilégiées que nous entretenons avec le Cameroun, la France ne devrait-elle pas être à l'initiative d'une résolution visant à mandater un groupe d'experts pour évaluer ainsi toutes les violations au droit international des droits de l'homme, le droit international humanitaire? Le préambule de notre constitution débute ainsi. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux valeurs des droits de l'homme. J'espère pouvoir, avec vous, agir afin que cessent les violences pour la paix, la justice et la protection des minorités au Cameroun, dont il a plus ou moins pris le texte américain. Il s'agit d'envoyer un signal fort au gouvernement camerounais ainsi qu'aux groupes armés violents et de la sorte permettre à toute cette région d'Afrique centrale de retrouver le chemin de la stabilité. Il reprend le texte américain. Il me semble qu'il en va des intérêts de la France, de la communauté internationale examine attentivement les violations des droits humains au Cameroun. Je vous remercie, etc. Bref, il reprend plus ou moins la position américaine, mais, il pose une question. Il pose plutôt une question. La France a donc comme politique au niveau international de faire la chaise vide. Ils ne sont pas là. Ou bien de poser une question au gouvernement, ou bien de poser une question à l'ONU. Tandis que, au Cameroun même, l'ambassadeur français est toutes les 2 semaines au palais de l'Unité, toutes les 2 semaines il avait Biya. Tandis que la position française sur la décentralisation qui a été exprimée par Emmanuel Macron dans une interview, n'est-ce pas, au Nigeria, est passée comme loi au Parlement. La France est absente à l'ONU, mais au Cameroun, elle est active. La France signe des contrats financiers ici, signe des contrats par là, signe des contrats par-ci. Mais à l'ONU, elle est absente. Voilà donc la situation. Voilà la situation que, n'est-ce pas, que nous analysons donc en live, n'est-ce pas, devant vous, que je découvre aussi. La question qui se pose donc, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons la communauté internationale unie. Nous avons la France qui est en train de perdre la bataille. De perdre absolument la bataille. Elle est si mise dans un sandwich que sa position, qu'elle est obligée de fuir. Qu'elle est obligée de fuir. Mais quand en même temps elle est obligée au Cameroun de signer des contrats rapidement, de s'entendre avec Biya, de faire voter rapidement des lois au Parlement, etc. pour faire ce qu'on appelle le fait accompli. Le fait accompli. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'avais dit que j'aurais 4 parties. La première partie, c'est la France. La deuxième partie, les USA. La troisième partie, l'ONU. La 4e partie, c'est le Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut faire donc à partir du Cameroun? Je vais y aller ici, pas à pas. La première chose, c'est que je vais mentionner le nom de 2 personnes. De 2 personnes dont les positions sont ésotériques, sont incompréhensibles. La première personne, c'est Agbo Bala.
Il a un centre des droits de l'homme, n'est-ce pas, à Boya. Sa position est incompréhensible parce qu'il ne croit pas qu'il y a génocide au Cameroun. Il ne croit pas qu'il y a génocide au Cameroun. Donc, voilà une personne qui torpillerait l'argument américain pour convaincre même les Américains qu'il n'y a pas génocide au Cameroun. Voilà. Agbo Bala. La deuxième personne, c'est Maurice Kamto, qui est avocat international, etc. Il n'a pas encore fait du génocide un argument de campagne. En fait, c'est comme s'il ne prenait pas le génocide au sérieux. Le mot, le concept génocide. C'est comme s'il ne prenait pas au sérieux le fait que Karen Bass, les États-Unis, aient exprimé la volonté de savoir s'il y a génocide, oui ou non. Et donc, lui, c'est comme s'il est en train de tourner sur le fait qu'il n'y avait pas génocide, n'est-ce pas? Comme s'il blaguait avec ça. Donc, il y a Agbo Bala et il y a Kamto, les deux là, qu'il faut convaincre de changer rapidement leur position. De changer rapidement leur position et de dire qu'il y a génocide au Cameroun. J'ai dit de changer rapidement leur position, même si les Nations Unies dans leur rapport diront demain qu'il n'y a pas de génocide au Cameroun, ça fait quoi? Ils ont dit qu'il n'y a pas de génocide au Darfour. Est-ce qu'il n'y a pas eu génocide au Darfour? Est-ce qu'on ne reconnaît pas qu'il y a génocide au Darfour? Est-ce que le Soudan du Sud n'est pas devenu indépendant? Ça fait quoi? Mais ils me parlent de leur intégrité. Intégrité quoi? On mange ça. Génocide. Génocide. Donc ces deux personnes-là, je les mentionne parce qu'elles sont des juristes. Je les mentionne parce qu'elles sont importantes. Je les mentionne parce qu'elles ont une parole qui porte. Maurice Kamto était à La Haye, Agbo Bala est partout, et partout ils sont là. S'ils commencent à parler contre l'action qui est en train de se passer du point de vue des États-Unis, alors ce serait contre-productif. La deuxième chose, ce sont les groupes armés. En fait, je dirais les Amba Boys. Moi, j'ai demandé au député Nadeau, je lui ai demandé si les gens, les communautés, le peuple avaient le droit de se défendre lorsqu'il est attaqué par l'État. Sa réponse a été claire. Oui. Le peuple a le droit de se défendre. Le peuple ambazonien a le droit fondamental de se défendre. C'est un droit humain. C'est un droit ancré dans la Constitution même de France. On ne peut pas être trio faciès, marginalisé, voir ses villages brûlés, abattus, assassinés à l'appel et ne pas se défendre. Ce serait criminel. Le peuple ambazonien a l'obligation de se défendre. Là, c'est fondamental. C'est indiscutable. Vous avez le droit de vous défendre devant le génocide. Le génocide, on en parle déjà partout, c'est à l'ONU. On en parle partout. C'est à l'ONU, c'est partout déjà. Donc, les anglophones doivent se défendre. Défendez-vous. Fight. 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 Résiste. Résiste. Défendez-vous. Vous avez l'obligation de vous défendre. Ce n'est pas la France qui va vous défendre. Ce n'est pas les États-Unis qui va vous défendre. Ce n'est pas l'Angleterre qui va vous défendre. Tout cela peut faire tout simplement ce qu'ils peuvent faire. Mais c'est aux anglophones eux-mêmes de se défendre. Défendez-vous. Défendez-vous. La troisième chose que je voulais dire, c'est par rapport aux génocidaires. Les gens qui meurent là, ne meurent pas parce qu'ils se sont suicidés. Ils meurent parce qu'ils sont tués. Donc il faut établir la liste des tueurs. Il faut établir la liste des boulots. Il faut que lorsque les 6 universités là arrivent, qu'ils sachent qui a fait quoi. Il faut qu'ils sachent qui tuait. Il faut qu'ils le sachent. Il faut qu'ils sachent qui tuait. Il faut qu'ils aient la liste des gens comme Betty Assomo, des gens comme Paul Biya, n'est-ce pas, des gens comme Chantal Biya, des gens comme
Etoga Galax, etc. Vous commencez d'abord par les boulous. Il ne faut pas vous tromper et mettre des gens qui sont des assistants, des gens comme la Tangandi, etc. Ce sont des gens des porte-bagages. Non. Commencez par ceux qui sont les génocidaires en chef. Là, ce sont les boulous. Là, ce sont les boulous. Vous commencez par eux. Et vous ajoutez maintenant des gens comme les Momo, des gens comme la Tangandi, etc. La liste, vous établissez la liste. C'est essentiel. Les Okalabila, etc. Tous là, vous établissez la liste. Mais, il faut toujours savoir que ce sont les boulous qui sont en tête. C'est eux qui ont le pouvoir. C'est eux le pays organisateur. Donc, il faut cette liste-là de qui commet les crimes. De qui commet les crimes. Là, c'est essentiel. Donc, voilà dans les 3 choses qu'à partir du Cameroun, il faut faire. La première, je répète, les 2 leaders, là, c'est-à-dire Yagbo Bala d'une part, d'autre part, Maurice Kamto, il faut les convaincre de commencer à parler des génocides. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que les anglophones ont le droit absolu de se défendre. Ils ont un droit divin de se défendre. Indiscutable de se défendre. Ils ont un droit sur lequel on ne peut même pas argumenter de se défendre. Ils ont le droit divin de se défendre. Là, c'est indiscutable. Là, c'est le 2. Le 3, c'est évidemment, il faut établir la liste des génocidaires. Il faut établir la liste des génocidaires. Mais ce qu'il faut savoir pour conclure, c'est que le génocide a lieu lorsque ceux qui ont le pouvoir sont en train de perdre. Le génocide a lieu lorsque ceux qui ont le pouvoir sont en train de perdre. Les Boulous sont en train de perdre. Les Français sont en train de perdre. Biya est en train de perdre. Le génocide a lieu, est mis en branle par une armée défaite. C'est ce qui se passe. C'est une armée défaite qui brûle les villages des civils, qui tue les mamans, qui abat les bébés, etc. Comme on a vu là ces derniers jours. Donc c'est une armée défaite qui pose des actes comme ça parce que ce sont des actes désespérés. Ce sont des actes désespérés. Donc, avec une armée comme celle-là, ceux qui peuvent l'arrêter, ce n'est pas la France. Parce que la France est complice. La France est complice. Ce n'est pas le député Sébastien Nadeau parce qu'il ne pose qu'une question. Il ne pose qu'une question. Ce n'est pas l'ONU parce que l'ONU avec le Soudan a montré que elle, après une commission d'enquête, elle établira qu'il n'y a pas de génocide. Au contraire, c'est un pays comme les États-Unis. C'est un pays comme les États-Unis qui clairement formule une résolution qui définit le but. 1. Établir si oui ou non il y a génocide. Qui ne se bat pas pour le leadership, mais qui a ce leadership au niveau du Congrès, au niveau de l'ONU. Au niveau du Congrès, au niveau de l'ONU. Et à partir de l'ONU, ça en va à la CPI. Ça en va à la CPI. Donc, de ce point de vue, avec la position américaine, on peut commencer à dire que nous gagnons. Nous gagnons. Nous gagnons, c'est ce que je voulais dire. Je voulais vous dire que nous gagnons. Nous gagnons. La bataille a été longue. Nos frères et sœurs ont perdu la vie. Mais ils ne la perdent pas en vain. Ils sont écoutés. Ils ne sont plus seuls. Nous sommes avec eux et nous allons faire le travail de justice qu'ils méritent. Le travail de justice qui rétablira la paix dans notre pays. Nous allons faire ce travail pour notre peuple, avec notre peuple, pour la défense de notre peuple. C'est ce que je voulais dire. Je voulais vous dire, aujourd'hui c'est un grand jour, parce que nous sommes en train de gagner. Parce que nous sommes en train de gagner. Soyons contents. La bataille sera longue,
Mais nous sommes passés à une autre étape. Nous sommes passés à une autre étape. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous gagnons. Nous gagnons. Merci beaucoup. On gère. On gère. Merci. On gère.